Tout le monde veut devenir un héros de la vente, mais personne ne veut s'entraîner comme un champion. Si tu écoutes ce podcast, tu fais déjà partie des 10% des meilleurs vendeurs. Mais j'ai encore quelques secrets qui pourraient te permettre d'aller au-delà de tes espérances. Tu veux les connaître? J'ai un bon deal pour toi. Va sur le site leshéroesdelavente.com, télécharge le playbook de vente, c'est le recueil de tous mes meilleurs conseils que j'obtiens dans le podcast. Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Vous avez peut-être vu l'information sur LinkedIn, mais en janvier, j'ai été sélectionné dans le classement des leaders de la vente, publié par Referral Squad. Aujourd'hui, ils me font l'honneur de sponsoriser le podcast. Alors que les canaux de prospection se saturent progressivement, Referral Squad construit une approche différente basée sur l'entraide et la recommandation, qui vous permet une entrée en relation plus efficace avec les décideurs que vous ciblez. Si vous êtes dans une fonction commerciale, vous devez de rejoindre Referral Squad. L'inscription est gratuite et vous recevrez 300 crédits pour faire vos premières demandes de mise en relation. Alors rendez-vous sur referralsquad.io. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux personnes, Anne-Charlotte Sanchez et Benjamin Perrault. Anne-Charlotte, Benjamin, salut. Salut Alexandre. Hello. Alors, je vais vous proposer de vous présenter et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler aujourd'hui de closing. Je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup d'auditeurs qui suivent Les Héros de la Vente. On l'a déjà abordé dans le podcast, mais là, on va l'aborder sous un angle différent. Donc, avant de rentrer dans ce sujet, Anne-Charlotte, à toi l'honneur. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer aux auditeurs pourquoi c'est intéressant de te suivre sur les réseaux? Alors, donc bonjour à tous. Je m'appelle Anne-Charlotte. Aujourd'hui, je suis Senior Account Executive chez GetAccept. Donc, c'est une boîte que j'ai rejoint il y a 4 ans. C'est pas mon premier shot dans l'univers de la tech. On va dire que ça fait une dizaine d'années que j'évolue dans ce milieu-là. Pas tout le temps au même poste. J'ai été avant, donc là je suis plutôt sur la partie commerciale. Avant j'étais sur la partie Customer Success. Et avant j'ai fait un peu de bizdev aussi pour une première startup il y a quelques années. Et du coup je pense que ce qui est intéressant dans mon approche en tant que commercial, et ce qui peut intéresser aussi pour me suivre, c'est que j'ai une bonne vision, je dirais, du cycle de vente, de l'expérience de vente, et c'est un sujet dans lequel on va pas mal creuser aujourd'hui, que ce soit post-vente ou pré-vente, justement, des éléments qui ont besoin de bien travailler ensemble dans plusieurs boîtes et pendant plusieurs années. Je pense que c'est un point essentiel de mon parcours. Et puis après, je dirais que la curiosité qui m'anime est aussi un point important et je trouve qu'on y reviendra. Mais voilà un petit peu pour moi en quelques secondes. D'accord, merci Anne-Charlotte. Et toi, Benjamin? Alors moi je m'appelle Benjamin Perrault. J'ai commencé à travailler pour GetAccept en 2017. Le truc qui est intéressant, c'est que j'ai commencé en tant que freelance. J'avais une boîte de resell de logiciels étrangers. Donc il y avait plusieurs solutions. Et il se trouve que GetAccept est celui qui a le plus percé, disons, dans les différentes solutions que je revendais. Et puis au bout de quelques années, on s'est dit que ça commençait à plus faire sens de travailler comme ça et qu'il fallait vraiment accélérer sur la France. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Anne-Charlotte, qui a été la première, le premier batch de recrutement et qui, voilà, depuis quelques années, nous aide à nous développer sur le marché français. Et puis avant, moi, c'est un petit peu comme Anne-Charlotte, j'ai toujours évolué dans le monde du software après mes études. J'ai commencé dans un cabinet de conseil de communication et je me suis dit que j'avais vraiment pas envie de faire ça. Et donc je me suis orienté très rapidement sur la partie BizDev, etc. Et aujourd'hui, ça fait aussi une dizaine d'années que je suis là-dedans. Voilà. Ouais, très bien. Alors, je vous ai proposé d'intervenir à deux parce que vous avez l'habitude de travailler ensemble et vous avez fait notamment des vidéos YouTube que je trouve très sympas. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots sur ces petites capsules vidéo? Et oui, on en a fait beaucoup. C'est vrai, c'est pas la première fois
qu'on fait ce type d'exercice, Benjamin et moi. Et c'est d'ailleurs amis et aussi, on va dire, partenaires business qui s'appellent Beyond the Skills, qui font de très belles vidéos dans le domaine du digital qui sont très intéressantes. Moi, c'est un média que j'aime beaucoup parce qu'il ne parle pas que de la vente, mais il parle de contenu, il parle de growth, il parle de beaucoup de choses. Et je dirais que le ton qu'ils mettent dans leurs vidéos fait qu'on va vraiment jusqu'au bout de la vidéo de 25 minutes. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment pertinent. Okay. Donc, ça s'appelle comment? Les vidéos? Ouais. Behind the Skills, c'est la boîte qui, Behind the Skills. Okay. C'est la boîte qui fait ça, ouais. Tu voulais ajouter quelque chose, Benjamin? Ouais, puis globalement, on fait ça aussi beaucoup avec Anne-Charlotte parce qu'il y a ils n'ont pas une incompréhension ou, enfin, tu vois, les gens qui sont pas dans ce domaine, ils ont souvent l'impression que c'est, tu sais, que c'est une somme de trucs et astuces de ninja sorciers, quoi. Et on essaye un peu de communiquer là-dessus parce que c'est pas vrai, tout simplement, et que ça demande d'autres choses, quoi, que c'est beaucoup de méthodologie, beaucoup de travail, et qu'il faut pas s'attendre. Enfin, je pense, dans ce genre de podcast ou de format, faut pas s'attendre à, tu vois, un gars qui te dit alors quand vous commencez un meeting, vous dites ça, et ça va marcher à tous les coups. Tu vois, c'est pas vrai. Et c'est pareil pour le closing. Et c'est pour ça qu'on en parle, c'est parce que c'est des sujets qui évoluent tout le temps. Ça évolue d'une année sur l'autre. Ça évolue, tu vois, on prospectait pas de la même manière il y a 3 ans qu'aujourd'hui. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé, c'était fantastique. Tu vois, tu pouvais scraper 40 pages de LinkedIn d'un coup, avoir tous les emails, les numéros, envoyer des gros blasts. Il n'y avait pas RGPD, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Et quand tu prends toutes les différences qui se sont passées en 5 ans, ou en 10 ans, tu t'aperçois que c'est un métier qui change tout le temps et qui change super rapidement, quoi. Et donc avec Anne-Charlotte, on essaie un peu de communiquer autour de ça aussi pour tu vois, démystifier le côté sorcier et plutôt parler méthodologie, innovation, choses concrètes, quoi, en fait. Ouais. Tu me tends la perche effectivement pour parler du sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler de méthode, de process. C'est vrai que la vente, c'est souvent des organisations et c'est souvent plus des questions d'être discipliné sur une méthodologie que la jouer au talent. Donc là, on va parler de closing. Déjà, pourquoi vous vouliez parler de ce sujet aujourd'hui? Anne-Charlotte, tu veux commencer? Ouais, le closing, parce que nous, en tout cas chez GetAccept, et c'est ce que disait tout à l'heure Benjamin, c'est que on essaye d'évangéliser le marché des commerciaux. Donc on est une application SaaS qui s'adresse aux équipes commerciales pour justement les accompagner dans cette phase un petit peu qui peut faire peur ou qui est très importante, où il faut être très méticuleux. Donc voilà, on a un outil qui les accompagne dans ce closing-là. Donc évidemment, tous les jours, on parle à des entreprises de secteurs différents, avec des process différents. Donc du coup, c'est énormément de connaissances pour nous parce que on écoute les enjeux de chacun, les pains, ce qui marche bien, les challenges et tout ça. Et donc le closing devient un sujet sur lequel on a beaucoup de connaissances et sur lesquels aussi on se forme nous-mêmes, évidemment, et on remet en cause la manière dont on close tous les jours. Et c'est un sujet qui intéresse beaucoup, qui a été, comme tu le disais aussi en début d'enregistrement, c'est que on en parle beaucoup. Donc, et puis il y a toujours des choses à faire, des nouvelles pratiques à avoir. Donc c'est pour ça qu'on aime bien parler de closing. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Benjamin, là-dessus, mais... Le closing, c'est les sous, donc c'est intéressant, quoi. Ouais. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est vrai que depuis 2-3 ans, tu as beaucoup de choses, de contenu sur la prise de rendez-vous, l'obtention de leads, etc. Et tu en as un peu moins, même si moi j'en fais quand même dessus, mais sur qu'est-ce qui se passe une fois que tu as les rendez-vous, en fait. Comment tu fais pour closer ces rendez-vous. Donc on va en parler, ça tombe bien. Alors je me mets à la place d'un auditeur qui nous écoute. Ok, comment je fais pour m'améliorer dans le closing? On va dire quelles sont un peu les premières choses à mettre en place quand tu veux augmenter ton taux de closing. Benjamin, est-ce que tu veux commencer là-dessus? Ouais. La première chose à faire, c'est de ne pas se focaliser sur le closing quand on veut closer. C'est-à-dire que le closing, c'est une conséquence d'un travail bien fait.
d'un alignement des planètes entre l'acheteur et le vendeur. Et si tu te dis, je vais progresser sur mon closing uniquement, eh bien, ce qui va se passer, c'est que tu vas forcément faire des moves un peu abrupts où tu vas avoir un champ lexical qui ne sera pas forcément adapté et ton acheteur potentiel va te voir comme quelqu'un de pushy, d'insistant, de désagréable et il ne voudra pas travailler avec toi, globalement. Donc, ce qu'il faut faire, la première chose, je dirais, quand tu veux travailler sur ça, c'est avoir une excellente connaissance de la maîtrise de ta phase de découverte. Et pour moi, ça passe par, plus ou moins forcément, mais quand tu es en vente complexe, en tout cas, par des frameworks qu'il faut réussir à fois. C'est-à-dire que pour moi, tu peux pas faire un bon closing, probablement récolter les informations clés qui peuvent t'amener à ce succès. On peut parler, par exemple, pour un citer un qui est très connu, c'est Bant, tu vois. Bant, donc c'est est-ce que la personne a le budget, enfin en tout cas, le budget c'est très bizarre, c'est toujours pareil, hein, il faut prendre avec des pincettes parce que si tu arrives en, en vente et que tu dis est-ce que vous avez le budget pour acheter notre solution en phase de découverte, évidemment ça va pas marcher, il va falloir être un peu plus fin que ça, mais globalement si tu te rends compte que ok, la société en face de moi elle a la trésor, les fonds, la croissance nécessaire pour acquérir le genre de solution qu'on leur propose, c'est plutôt un bon point. Ensuite, la personne en face de moi, le A, c'est l'autorité, le N, c'est le besoin qu'on va vérifier, et le T, c'est le timing. Donc, si tu n'as pas... Après, tu vois, c'est un framework comme un autre, mais je dirais que je pense que chaque entreprise doit aller à la découverte du sien, ou même en faire un custom juste pour elle, en fonction de ce qu'elle vend, à savoir quelles sont les informations dont on a absolument besoin pour pouvoir mener notre vente à bien. Je te donne un exemple pour illustrer le propos. Pourquoi est-ce que c'est complètement différent? C'est complètement différent quand tu vends quelque chose en 2 semaines, par exemple. Imagine que tu as un outil de lead generation et que tu veux, je sais pas, tu as fait un module sur LinkedIn qui scrape des numéros de téléphone, puisqu'on prenait cet exemple tout à l'heure. Ça, mathématiquement, ça va être une vente relativement transactionnelle. Tu vas avoir toujours la même personne en face de toi ou le même groupe de personnes. C'est pas des enjeux stratégiques, ça touche pas à je sais pas, à ton ERP, ça touche pas ou de très loin à ton CRM, etc. Donc, la décision, a priori, peut se prendre en 2 semaines. En revanche, quand tu vends un CRM, justement, tu te rends bien compte que c'est une stratégie qui est complètement au cœur, c'est un outil qui est au cœur de l'entreprise et que donc, si tu espères appeler le directeur commercial ou le PDG et lui dire il faut acheter tout de suite Salesforce, HubSpot ou Pipedrive ou que sais-je, eh bien que c'est une décision qui est impossible à prendre en 2 semaines parce qu'il y a énormément de parties prenantes. Et donc, ton framework doit être différent. Et donc, le T de Bant tout à l'heure qu'on a cité va être complètement différent. Et tout ça pour dire que si tu n'as pas cette information et que tu t'es pas entraîné à avoir exactement les bonnes infos qu'il faut pour mener ton deal à bien, ça ne sert à rien de continuer à travailler sur ton closing. Je dirais que c'est le premier élément qui est super important. Ouais, tu as parlé tout à l'heure, Benjamin, d'établir une relation de confiance avec ton prospect. Oui. En préparant l'épisode, vous m'avez expliqué aussi l'importance de ça et de faire des ventes. Vous avez utilisé le mot-clé soft. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce que vous entendez par là? Est-ce que, Anne-Charlotte, tu peux me dire comment ça se passe chez GetAccept quand vous établissez cette relation de confiance? Tout à fait. Disons que pour revenir un petit peu en arrière sur ce que nous, on avait mis en place et sur pourquoi on a aussi décidé de changer, c'est vrai qu'il y a quelques années, émergeaient beaucoup d'outils sur on fait des listes, on les importe, on envoie des mails, des séquences, et on découvre qu'on peut faire ça sur LinkedIn, donc c'est super parce qu'on a une approche différente et le mail, personne répond, et LinkedIn, maintenant, on répond. Et ça fonctionnait bien pour nous, c'est vrai, mais on était effectivement... Enfin, c'est compliqué, malgré tout l'effort je trouve qu'on peut mettre dedans en faisant des listes par secteur et en essayant d'ajouter un petit peu plus de personnalisation dans les messages. C'est compliqué d'aller sur la personnalisation. Donc, c'est vrai que nous, on est arrivé aussi à un moment de notre maturité dans la chasse où, comme tu le dis à l'instant, Alexandre, il faut qu'on fasse des ventes plus soft. Donc, c'est vraiment l'inverse de ce que je viens d'expliquer. C'est aller dans un choix de personnes donc, qui correspond à votre ICP. Donc, l'ICP, c'est
votre profil de client idéal parfait en fonction des secteurs, de la taille d'entreprise, de la taille de l'équipe que vous targetez, du nombre d'employés, etc., etc. Donc nous, on a notre ICP qui est très précis et on va maximiser nos chances de booking en allant justement chercher ces personnes-là en regardant un petit peu leur activité sur LinkedIn. Alors, on est vraiment très, très actif sur LinkedIn en regardant un petit peu qu'est-ce qu'ils vendent, est-ce que c'est des boîtes qui ont l'air d'être agiles ou pas, pour que derrière on puisse arriver avec le bon message et puis arriver avec quelque chose aussi, il y a un moyen de se différencier. Le fait de se différencier, notamment parce que on va aborder des personnes qui sont contactées des cinquantaines de fois par jour, et il faut arriver avec le bon message, avec lui donner envie de prendre les 5 minutes au téléphone qu'il aura choisi de prendre pour vous, parce qu'il vous connaît pas, ou les 5 minutes qu'il aura choisi de prendre pour répondre à votre mail, à votre message. Donc, on essaie vraiment d'aller dans cette dynamique-là, d'aller dans beaucoup moins de masse, mais dans beaucoup plus de qualification. Donc, il y a vraiment tout un travail qui est fait autour de ça pour derrière maximiser nos chances d'avoir un rendez-vous de prix. Et donc, derrière aussi, ça rejoint un peu ce que disait tout à l'heure Benjamin sur le closing, c'est une somme de beaucoup de choses. Si déjà en personne, on sait que derrière, il y a un potentiel de signature. Alors, ça va pas signer à tous les coups, mais disons qu'on va maximiser nos chances de venir closer la personne, en tout cas émettre un intérêt. Donc, le soft selling, c'est ça. Alors, c'est vraiment pas que ça, mais c'est déjà venir parler à la bonne personne, personnaliser beaucoup le message, travailler tout le pitch, d'être plus doux, simplement. Et sur la personnalisation des messages, là-dessus, vous avez un conseil pour, dans vos séquences de prospection, quels sont les éléments que vous regardez pour envoyer des messages personnalisés? Est-ce qu'il y a des tips que vous avez là-dessus? Ouais, moi j'aimerais répondre et d'abord juste mettre un warning ou un bémol pour l'audience, c'est que le truc qu'il faut faire attention, c'est quand on parle de consultative selling ou soft selling ou ce genre de choses, ça vente, l'idée c'est d'arriver à une vente dans laquelle il y a moins de ça veut pas dire qu'il faut être soft, dire oui à tout. Tu vois, c'est un peu le danger. C'est-à-dire que quand j'entends soft selling, moi je me dis ok, donc ça veut dire que à aucun moment tu vas remettre en question ce qu'on te dit. Ça veut dire que tu vas dire oui à tout, etc. Et le problème, c'est quand tu dis oui à tout et que tu remets jamais en question ce qu'on te dit, c'est que tu maximises pas tes chances d'y arriver, tu vois. Donc il faut faire attention à la terminologie. Non, je pense que soft selling, c'est ça. C'est ouais. Ouais, non, pardon, c'est juste, c'est vrai que je pense que le soft, c'est plutôt dans l'approche, plutôt que dans le discours et dans le process, tu vois. C'est plus dans, au lieu de balancer le même mail à 10 000 personnes et de dire bonjour, nom de famille, où là, vraiment, tu te grilles, quoi. C'est d'être plus méticuleux, plus dans la qualité. Ouais. Mais après, effectivement, exact. Je te rejoins, il faut pas aller dans le truc de on dit oui à tout et on est docile, quoi. Oui, en fait, c'est penser à la qualité des leads, à la personnalisation, mais par contre, de toute façon, si tu souhaites closer, tu vas devoir à un moment donné être assertif, et c'est là où peut-être Benjamin, tu voulais nous dire de faire attention à ce terme soft, j'imagine. Ouais, exactement. Ouais, disons, c'est soft, c'est l'inverse d'un bourrin, et c'est pas pour, tu vois, c'est pas pour ça que ça n'a pas fonctionné, quoi. Donc, et après, pour répondre à ta question sur les tips, ouais, moi j'en ai un. Enfin, je trouve que en ce moment, tu vois, je fais toujours par rapport à la concurrence. C'est-à-dire que si comme tu dis, c'est d'être différent. Et donc moi, je regarde beaucoup ce qui se fait, les messages LinkedIn les emails de prospection que je reçois moi-même. J'ai l'impression qu'on arrive au fin fond du tréfonds de la personnalisation automatisée. C'est-à-dire que moi, quand je reçois un truc avec, tu sais, les boîtes en café avec ton prénom dessus pour faire semblant que, je trouve que ça se voit et que ça a un côté un peu
vu, revu et qu'on arrive en fait à la limite de tout ça. Et donc moi en ce moment, ce que je fais et ce que je conseille beaucoup, c'est d'essayer de faire des choses qui sont beaucoup plus courtes. Tu vois, je trouve que quand tu fais un email automatisé, n'importe comment, tu vas avoir le défaut de faire 3 paragraphes qui ressemblent à tous les autres, 3 ou 4 paragraphes. Et je trouve que quand tu fais des emails de 2 lignes, maintenant, ça convertit beaucoup mieux tu vois, qu'avant. Et la deuxième chose, c'est de prendre très rapidement dans toutes les conversations, que ce soit LinkedIn ou téléphone, un point de vue un peu macro et un point de vue business. Tu vois, plutôt que de parler produits, bénéfices, ROI, etc. Tu vois, si je t'appelle et que je te dis bonjour Alexandre, je vous appelle, on a une super solution qui permet de nanana, ça marche pas, tu vois. Si je t'appelle et que je t'accroche en disant bonjour Alexandre, le marché du podcast en ce moment, il se comporte comme ci, comme ça. Moi, j'ai échangé régulièrement avec quelqu'un qui vous suit. Tu vois, tu vas être tout de suite beaucoup plus ouvert. Tu vas te dire, OK, le gars, il m'appelle pour me vendre du CPF ou ou une formation ou je sais pas quoi, tu vois. Donc l'idée, moi, c'est ça, les deux choses que je remarque, c'est que voilà, plus rapide, tu vois, straight to the point, enfin plus direct dans la proposition qu'on émet, et aussi d'avoir une approche plus à la fois macro, parce que j'aime bien, moi, quand quelqu'un m'appelle et me dit, voilà, le marché, il se comporte comme ci, comme ça, tu vois, plutôt que de me parler de lui et de la solution qu'il a envie de me prendre. C'est deux trucs que je fais en ce moment, mais peut-être je suis le seul sur Terre, je sais pas. Non, mais très bon conseil. De toute façon, le conseil de la simplicité dans les messages, c'est souvent un conseil qu'on entend, mais c'est un conseil qu'on a du mal à mettre en place, hein. C'est plus facile de complexifier un message que de le simplifier. Oui, complètement. Si c'est plus facile de passer des heures à réfléchir sur le message parfait plutôt que de cliquer sur envoyer, tu vois. C'est comme, je trouve qu'il y a beaucoup ce truc on essaye de, tu vois, on est tellement, justement, Anne-Charlotte, elle te disait ça, ce qu'on a fait nous, c'est-à-dire, tu vois, itérer, aller faire des process de plus en plus compliqués où le lundi, on envoie un message. S'il n'y a pas de réponse, alors ça crée une connexion sur LinkedIn et si machin et ces trucs. Et en fait, à la fin de la journée, tu te rends compte que si tu avais pris ton téléphone et que tu avais appelé toutes ces personnes directement, tu vois, ça aurait peut-être mieux, ça aurait peut-être mieux fonctionné, quoi. Donc voilà, pas over-complexifier et pas passer trop de temps ouais, ça, c'est un grand. dans l'aston total du framework parfait tu vois. On y croit moyen, quoi. C'est vrai que c'est un grand classique aussi parce que ça a été beaucoup la mode de ces outils d'automatisation, mais on oublie aussi souvent la partie téléphone c'est clair. qui est souvent le plus efficace, hein. Et puis parfois tu mets 3 ans à bâtir le truc parfait et en fait ça change et du coup faut tout recommencer sur quelque chose d'autre, quoi. C'est vrai que sur le papier c'est beau en soi, hein, d'avoir ça, d'avoir ce process, cette rigueur, et puis on se dit ça va être magnifique parce qu'en plus c'est automatisé, machin. Donc, voilà, après, effectivement, je pense qu'on a eu de très bons résultats sur juste du téléphone. Enfin, moi, j'envoie quasiment plus de mails. On appelle. Voilà. Ok, très bien. Et là-dessus, sur peut-être l'appel, est-ce que vous avez aussi des tips ou des techniques qui vous permettent de bien qualifier le prospect? Est-ce que vous avez testé des choses où vous savez que ça marche plutôt bien? Ouais, justement, c'est ce qu'on disait un petit peu, tu vois. Ouais, l'idée, c'est d'arriver en disant, déjà, j'appelle plus ou pas n'importe qui, un minimum de data avant d'appeler en tout cas la personne qui décide. Après, tu peux appeler plus pour qualifier. Ce qu'on essaye de faire un peu en ce moment, c'est d'appeler, avoir une approche un peu plus bottom-top, c'est-à-dire que tu appelles les équipes, savoir si c'est plus facile en plus, ils sont plus disponibles. Savoir si voilà, quels sont leurs pains, qu'est-ce qu'ils utilisent, qui est-ce qui décide chez eux. Et puis tu vois, parfois tu peux avoir un max d'informations et ensuite quand tu appelles, ça te donne un icebreaker parce que tu peux dire bonjour Alexandre, je vous appelle, j'ai parlé à votre collègue Intel. Tu vois, déjà ça c'est déjà le gars sait en face que t'es pas un call CPF, SFR ou je sais pas quoi, ou Bouygues ou Télécom ou autre. Et donc, tout de suite, ça, tu vois, ça met un peu plus en confiance et on se prend beaucoup moins de comment vous avez mon numéro, RGPD, machin, la CNIL, on va les appeler. Tu vois, on a moins de trucs comme ça. Donc, ouais, pour répondre à ta question, la première chose, c'est essayer d'avoir un maximum d'informations qui soient pertinentes pour être sûr que tu vas appeler la bonne personne. Et quand tu appelles cette personne, encore une fois, c'est
citer ces 2-3 choses pour dire bonjour, je ne suis pas un robot, je suis un humain qui parle à un humain, j'ai identifié tel problème, on a eu tel résultat avec des personnes dont le business s'apparente au vôtre, est-ce que vous avez 3 minutes à m'accorder pour qu'on regarde ensemble si on pourrait aussi obtenir ces résultats avec vous, si vous intéresse. Tu vois, c'est un peu ça le truc qui fonctionne, quoi. Bonjour Alexandre, je vous appelle parce que j'ai échangé avec un tel. Le marché du podcast en ce moment se comporte comme ci, comme ça. On a réussi à augmenter les performances du podcast A, B, C qui sont dans d'autres segments que le vôtre, mais sur lequel notre méthodologie pourrait vous apporter un bénéfice. Est-ce que Alexandre, vous avez 3 minutes à m'accorder pour que je vous en dise plus, tu vois. Ça Très fonctionne bien. beaucoup mieux que bonjour Alexandre, on augmente de 10% le ROI de, tu vois, enfin, Ouais. on va vous faire gagner plein de sous. Benjamin, je vais séquencer ce que tu viens de dire et puis ce sera ma pub sur Facebook Ads. Parfait. Alors en termes de... Donc là, on a vu comment créer une relation de confiance avec son prospect, adopter une approche personnalisée, soft, des nouvelles... Enfin, c'est pas des nouvelles techniques, mais c'est une approche, on va dire, courte et impactante pour décrocher des rendez-vous. En termes d'objections, quand vous avez des objections des prospects, comment vous les adressez dans le closing? Est-ce qu'il y a des choses que vous arrivez à modéliser pour finalement tourner l'objection en un avantage? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez travaillé? Ouais. Ça, c'est plus une culture orale parce qu'on là, on a la chance d'être tous au même endroit et voilà. Mais le truc sur lequel on essaye de bosser un peu, c'est le fait que quand tu as ton prospect qui a découvert ta solution et que tu sens qu'il y a un intérêt, à ce moment-là, il faut essayer de définir un objectif commun avec ton prospect, donc qui soit partagé entre ce que Anne-Charlotte a envie de mettre en place chez le client pour leur changer la vie et les aider à closer plus, tout en prenant en considération les demandes de son client, qui lui a un codir dans 3 mois, qui a tant de personnes à gérer, et que, tu as tout un tas de choses que Anne-Charlotte a pu collecter. Et en fait, l'objectif, c'est de prendre toutes les contraintes de ton prospect et de les aligner avec ta... Donc, une fois que tu as réussi à faire ça et surtout à faire verbaliser au prospect que c'était bon d'avancer comme ça, le travail, il est déjà fait à 90%. Parce que si je te dis, moi, Alexandre, on a bien réfléchi, votre solution, elle est super, mais voilà, j'ai pas réussi à, je sais pas, avoir le feu vert en interne, ou ça doit être décalé à temps parce qu'on a un projet qui est rentré, ou j'ai pas réussi, c'est rien, tu vois. Tu peux toujours te ramener à cet objectif commun partagé. Tu vois, tu peux t'appuyer sur quelque chose de fort qui est ah ok, donc votre priorité d'augmenter votre taux de closing de 30% de vos documents envoyés à 40% envoyés, on va dire que c'est plus une priorité aujourd'hui. Et là, tu vois, la réponse va être ah si, ça c'est toujours quelque chose d'intéressant, tu vois, et du coup tu peux réenclencher comme ça toujours, tu vois, tu dois toujours te rattacher au truc que tu avais partagé avec ton client, à l'objectif que tu lui avais bien beaucoup plus facile si tu en as défini un, tu vois. Et pareil, c'est ta découverte qui va t'aider. Ah, mais tu vois, nous, ça nous est arrivé plein de fois et aujourd'hui, on ne fait plus trop l'erreur, mais tu te retrouves au rendez-vous numéro 7 et on te dit ah ouais, mais non, en fait, c'est pas moi qui signe. Tu vois, et tu te dis ah merde, c'est qui? En fait, c'est le CFO qui décide de tous les outils, mais on lui a parlé de votre outil, il aime bien, tu vois. Et là, en fait, tu te rends juste compte que tu as perdu 6 semaines parce qu'il faut tout recommencer, il faut reconvaincre, il faut réanalyser, il faut savoir quel concurrent il y a dans la boucle, etc. etc. Ouais, donc là, on revient à la découverte. Ouais, c'est clair. Tout est dans la découverte. Mais c'est vrai que, et on en parlait, on a fait un événement il n'y a pas très longtemps sur justement le soft selling et je crois que c'est Caroline Franzia qui évoquait ce point-là et j'étais vraiment d'accord avec elle. Et c'est un point que Benjamin nous évoque assez régulièrement, c'est que on a tendance, en tout cas dans le SaaS, mais je pense que c'est quelque chose qui se constate sur d'autres types de produits, mais on a tendance et moi aussi parfois ça m'arrive d'aller trop vite dans la démonstration et de minimiser un peu cette découverte-là, alors qu'il y a beaucoup de questions qui sont manquées, qui sont pas posées et qui justement pourraient servir le closing. Donc c'est vrai que, en tout cas, on essaye nous de plus en plus, et vraiment de creuser à fond et de montrer entre guillemets le produit le moins possible, parce qu'en soi,
si la personne est venue te contacter parce qu'il y avait un intérêt, bon, ça c'est sûr que bon, bah, pour le coup, ça rend les choses beaucoup plus simples. Mais voilà, logiquement, si la découverte est bien faite, et puis aussi le fait de disqualifier très rapidement peut aider aussi le closing. C'est-à-dire qu'avant, j'avais beaucoup de mal, et je pense que Benjamin pourra vraiment témoigner, à dire ok, lui, je décide de ne pas apprendre parce que j'avais envie de réussir à tous les coups. Donc ça, c'était le but de mon parcours. Mais maintenant, j'ai compris que ça me desservait plus que ça me servait. Et le fait de dire, ok, je pense qu'il faut qu'on s'arrête là parce que t'es pas prêt, ou alors parce que vraiment, moi, je vais pas pouvoir te répondre à ta question, mais va plutôt voir mon concurrent parce que lui, il a un produit qui te conviendra en termes de prix, de simplicité, de features, etc. Mais nous, on te correspond pas. C'est quelque chose qu'il faut vraiment faire. Parce que derrière, bah, forcément, tu vas avoir plus de temps à consacrer à des gens qui ont un réel intérêt. Donc toi, dans ta tête, ce sera beaucoup plus clair. Tu sais moins de dossiers en même temps. Et donc, ça va t'aider aussi à closer mieux, à être plus efficace. Ok. Sur ce closing, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est aussi l'environnement de travail de vos collaborateurs. Il y a des choses peut-être, en préparant l'épisode dont vous m'avez partagé, c'est des choses à mettre en place avec ses collaborateurs sur les outils, l'environnement de travail optimal pour les aider à closer. Est-ce que vous pouvez nous partager des choses là-dessus? Il faut avoir Internet, c'est vachement mieux. Office Manager Benjamin, est-ce que vous avez une réponse à cette question? Oui, avoir une bonne connexion Internet qui ne coupe pas pendant un podcast, ça c'est le premier truc. Je dirais que sur ces points-là, le truc qui est vraiment intéressant, ça nous est arrivé 200 fois avec Anne-Charlotte, d'arriver le 30 du mois avec un client à closer et de se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait là? Tu vois. Et je pense que le truc intéressant, c'est par exemple, quand tu es manager, ou même pas d'ailleurs, mais si tu peux et que tu as déjà fait ça, c'est d'être disponible pour ses collègues. Parce que c'est des moments où tu as tendance à pas être super rationnel quand tu prends la décision tout seul de faire un move commercial auprès d'un client le 30 du mois. Parce que là, tu vois, c'est un moment où tes objectifs sont pas forcément alignés. Parce que toi, en gros, tu veux que ce soit signé avant ce soir. Sinon, tu n'atteins pas ton objectif. Et donc, t'as pas, tu vois, c'est difficile de prendre la meilleure, tu vois, la meilleure décision, de préparer la meilleure phrase. Et donc, c'est des moments où c'est hyper important d'échanger. Alors que ce soit avec le manager s'il est disponible et qu'il aime bien faire ce genre de truc, mais ça peut très bien être avec un collègue, avec quelqu'un de plus expérimenté, avec un senior, avec un père, avec voilà. En tout cas, en revanche, il faut en parler à quelqu'un qui sait de quoi il parle, sinon c'est moins efficace. Mais ici, l'idée, c'est toujours avec Anne-Charlotte, on rigole bien d'ailleurs dans ces moments-là, tu vois, c'est des moments d'adrénaline. Très créatif. Ouais, voilà, il faut être créatif, quoi. Et donc, du coup, c'est des moments où on se dit, OK, qu'est-ce qui va le faire booster, tu vois? Pourquoi est-ce que, t'imagines le commercial qui t'appelle le 30 du mois, tu vois, à la fin d'un trimestre, le truc bien caricatural, pour essayer d'avoir la signature avant ce soir. Tu vois, dans quel genre de conditions est-ce que tu dois le mettre au téléphone pour qu'il te fasse confiance et qu'il t'aide? Tu vois, et ça, c'est des questions qui sont. Parce que là où ce que tu disais, Anne-Charlotte, c'est intéressant. Tu parlais du SaaS et des commerciaux dans le SaaS. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le SaaS, contrairement à énormément d'autres industries, nous, les clients, nos acheteurs, ils savent très bien que notre stock est illimité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas leur dire oui, si tu n'achètes pas tout de suite, il n'y aura pas de siège demain. Tu vois, c'est pas la dernière place de ciné, c'est pas. Tu vois, regarde les agents immobiliers, le premier levier sur lequel ils s'accrochent, c'est ah, vous savez, ce matin, j'ai fait 30 visites, demain, il est vendu. Classique. Nous, ça marche pas. Donc, on peut pas mettre l'urgence. Enfin, on peut la mettre, bien sûr, mais de manière, il faut être beaucoup plus, tu vois, beaucoup plus créatif que ça. Sinon, tu vois, ça marche pas. Sinon, oui, on a créé une liste d'attente. Enfin, tu vois, faut dire des choses qui sont réelles et qui font du sens. Qui font du sens. Et c'est des moments où c'est très difficile, tu vois. Et par exemple, l'objectif commun partagé, c'est une de ces choses-là. Le fait, au fur et à mesure de ta conversation avec ton client, de montrer que toi aussi, tu investis du temps et que tu le priorises par rapport à d'autres. Tu vois, tu essaies de designer son process idéal, tu prends du temps en réunion, tu vas le voir, tu rencontres d'autres personnes dans son organisation. Et ça, c'est bien sûr que c'est gratuit parce que c'est une démarche commerciale et intéressée, mais ça reste un investissement en temps humain. Et ça, le temps, il est payé, tu vois, par quelqu'un à la fin de la journée. Et donc, ce temps-là, il doit être,
tu vois, respectées aussi par le client en fonction de ses engagements et toutes ces choses-là. Et ça, c'est des choses qu'il faut, même si tu n'as aucun moyen contractuel, financier, etc., d'appuyer dessus, c'est tout à fait entendable. Quelqu'un qui a passé 20 heures avec toi pour résoudre ton problème sur une date que tu respectes pas, tu vois, ça peut tout à fait avoir des conséquences, tu vois, sur la suite de la confiance commerciale, sur le temps que tu investis et toutes ces choses-là. Donc il faut être créatif avec ce genre de choses. Je dirais que le temps, c'est le premier, voilà, c'est le premier aspect. Après, tu as toujours de toute façon, moi, on a essayé avec Anne-Charlotte 200 fois, on a tout essayé, tu vois, mais on sait par exemple que le discount de dernière minute, franchement, ça fonctionne pas. Ça va marcher une fois sur 100, mais voilà, c'est pas très fort comme technique, tu vois. Bonjour, je vous appelle, si vous signez aujourd'hui, vous avez 20% de remise. Ça, c'est des trucs tu vois, déjà, ça veut dire que t'as pas écouté, t'as pas la bonne information, tu comprends pas pourquoi ils signent pas tout de suite, ce qui peut arriver. Mais si tu viens et que tu dis bonjour, on vous offre 20%, c'est une offre de fin de mois, etc. Enfin, tu vois, fais-le quand tu sais que la semaine prochaine, il s'y n'aura jamais de toute façon et que, enfin, tu vois, mais globalement, je déconseille vivement, ou alors fais-le pour comprendre que ça marche pas, parce que c'est intéressant aussi de l'expérimenter par soi-même. Mais voilà, il faut toujours essayer de remettre les gens dans une dynamique positive le 30 du mois. C'est des moments qui sont très rigolos. Le Closing Friday, parce qu'à tous les coups, ça tombe un vendredi et toute la boîte est en folie et on fait tous des moves pas possibles pour essayer d'obtenir cette. Et 90% des munitions qu'on utilise, elles ont été tirées de la phase de découverte, en tout cas. Ok. Donc, une des postures, c'est ce dont tu as appelé l'objectif commun partagé, et ça peut être, par exemple, voilà, là, on a plusieurs contrats en cours, on va devoir choisir en termes de temps pour vous onboarder, vous former, et là, ça peut être une manière de mettre le timing à la fois du prospect, mais aussi le vôtre en phase, et de savoir si c'est intéressant d'accélérer les choses en cette fin de mois. C'est un peu ça que vous faites? Oui, et ça fait partie. La partie onboarding joue, c'est un des arguments. C'est de dire, C'est voilà. un argument très fort, l'onboarding. Ouais. Après, l'onboarding, très souvent, on s'appuie également sur les objectifs du client, c'est-à-dire que vous vouliez faire un super Q4, que tous les coûts baissent en ce moment. Ici, ce qu'on vous a proposé, c'est tu vois, de solutions dès lundi, de les former dès mardi et de mercredi, commencer à obtenir des résultats. J'y ai repoussé, j'ai peur que si on le repousse une fois d'après, tu vois, etc., tu vois, il y a un milliard de. Mais il faut se raccrocher plus à des éléments comme ça que des éléments genre. Aller chercher l'objectif de l'autre plutôt que de Il y en dire. a aussi qui vont valoriser, en plus de l'onboarding, des sujets qu'on a évoqués qui sont un petit peu plus importants, mais qui vont valoriser aussi la proximité. Parce que parfois, on peut être mis en concurrence avec soit des acteurs qui sont pas français. Donc nous, c'est vrai que ça peut être aussi des arguments, ou même aussi local. Apprécie le fait que on est sur Marseille et que potentiellement s'il y a un problème, on puisse traverser le trottoir et aller les voir, quoi. Ouais, voilà. Donc on essaie. Qui n'aime pas le cheval, c'est quand même fou. Tu vois. Ouais, non, non. Faut trouver un truc en tout cas. Voilà, c'est ça, ouais, exactement. Ouais. Donc, toujours être créatif dans son closing. On arrive à une demi-heure à peu près d'interview. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont on n'a pas parlé qui vous semblent importants dans ces histoires de closer un deal? Ouais. Moi, je peux y aller si tu veux, Anne-Charlotte. Vas-y, je compléterai. J'ai 2-3 choses à dire, mais peut-être que tu les diras. Donc, vas-y. J'essaie de pas faire de spoil alors du coup. Moi, je dirais, il y a sur purement quand tu veux closer en 2023 un deal plus ou moins stratégique, plus ou moins important, voilà, ça passe très souvent par un contrat qui est signé, dans énormément de cas en tout cas. Et je dirais qu'ici, il y a plein d'éléments techniques qu'il faut respecter, à savoir, moi, le nombre de propals incompréhensibles, où déjà, tu vois, j'attends une signature, mais votre paplard, il fait 17 pages, il y a des conditions générales, il y a des étoiles dans tous les sens. Je l'ai envoyé au juridique, j'attends leur retour, mais bon, je vous garantis pas que. Donc déjà, sur la forme, c'est idiot, hein, mais t'imagines le temps perdu, les allers-retours en interne, tu vois, le fait de lire ce document qui est pas précis, qui est pas clair,
qui est trop long de toute façon. Voilà, si tu transmets des choses simples et claires, qui sont honnêtes. Je dis honnêtes parce qu'en fait, vous trouverez toujours un financier ou un juriste ou autre dans une boîte qui va se dire attendez, il faut complexifier ce truc-là, remettre une petite étoile ici, parce que si on nous paye en 4 fois, du coup, ça peut avoir un impact sur tel truc, etc., etc. Ouais, en tant que commercial ou manager commercial, c'est de vous battre contre ça. Parce que si vous écoutez les RH et les financiers, on va toujours avoir des documents commerciaux qui sont hyper compliqués. Donc quand c'est simple, ça veut dire que l'information elle est transparente pour l'acheteur et pour le vendeur et que tout le monde peut prendre la meilleure décision. Et le rôle d'un commercial, c'est d'aider son acheteur à prendre la meilleure décision. C'est pas de l'embrouiller dans un document incompréhensible. Ouais, c'est 360 Learning que j'ai reçu dans le podcast qui avait fait de l'A/B testing sur des propositions avec pas mal de pages, avec beaucoup d'infos, des cas d'usage, etc. et des propositions avec une seule page. Et en termes de statistiques, celle avec une seule page avait beaucoup plus de closing que celle avec énormément de pages. Et puis après, ça dépend de ta vente et de ce que tu vends. Tu vois. Peut-être qu'il y a des cas où 4-5 pages, quand c'est écrit gros, que tu vois, ou tu vois, un autre exemple aussi, c'est quand le commercial il transmet une offre complexe à son client, tu vois. C'est si tu prends l'option A mais que tu la payes en temps d'échéance et que truc, et bah du coup, enfin tu vois, ou que tu as l'option B et que tu vois, il se retrouve devant un choix. Le client, tu vois, il est d'accord pour prendre ton produit a priori, il se retrouve devant un choix. Est-ce que je dois prendre A, B ou C? Et du coup, il va challenger chacun de ses choix et il va en parler en interne, etc. Et c'est autant d'éléments qui peuvent te faire rater, quoi. Donc voilà, il faut viser la transparence et la simplicité au maximum. Après, chacun, tu vois, j'imagine que si tu vends des moteurs d'Airbus, de pages à ton client, mais ce que je veux dire, c'est que il y a certaines choses qui peuvent être mises en annexe. Tu vois, si tu fais des choses avec une annexe juridique, une annexe technique, une annexe machin, une annexe truc, et que tu centralises l'attention sur la proposition avec un prix et une valeur bien déterminée, tu vois, ça peut faciliter, évidemment. Tu dois utiliser des outils qui facilitent le partage en interne, côté client. Si tu envoies un PDF que tu traques pas, que tu sais pas où il va ce PDF, tu sais pas qui le consulte, tu sais pas combien de temps, etc., bah forcément, ça marche beaucoup moins bien que si tu envoies un document traquable qui, s'il est partagé en interne, tu sais à qui, du coup, tu peux restratégiser les trades d'après, etc. Donc ça, c'est un élément, tu vois, c'est technique, c'est bête, hein. On peut dire, tu peux être le meilleur commercial du monde, si tu vois, tu peux bêtement te tirer une balle dans le pied avec une propale qui est mal construite, pas forcément intelligible, qui a l'air malhonnête aussi, parfois, tu vois, les fameuses étoiles. T'as pas envie de bosser avec des gens qui mettent des étoiles partout dans leur contrat, tu vois. Donc voilà, c'est une somme de petites choses, mais c'est de la logique, tu vois. Il faut se dire, il faut s'inspirer à chaque fois que vous envoyez une dans la vie de tous les jours, à chaque fois que vous voyez une offre, à chaque fois que vous voyez une promo, quel que soit le truc, il faut s'en inspirer, essayer d'être ouvert là-dessus pour faciliter, en fait, tout simplement, la vie de l'acheteur. J'ai une stat intéressante. 80, si tu interroges les directeurs commerciaux, 80% d'entre eux sont satisfaits de l'expérience de vente que leur entreprise fournit. Tu vois. Et si tu demandes aux acheteurs, tu tombes à 8%. Donc en fait, nous, on est tous persuadés qu'on fait du super boulot. On se remet pas en question. On se remet pas en question, quoi. En fait, on fait vivre un enfer à nos prospects, tu vois. Quand ils pensent aujourd'hui, hein, regarde comme c'est très pénible, quoi. On demande l'IBAN de quelqu'un avant de pouvoir lui créer un compte, et puis on lui demande machin, on lui demande une signature, on lui demande un truc, tu vois. Tout ça, c'est compliqué, quoi. On lui demande d'avoir réservé des créneaux sur une plateforme qui est pas super intuitive pour son onboarding, qu'on n'a pas détaillé, qui est pas, enfin, tu vois. Tu peux imaginer plein de choses, mais ce que je veux dire, c'est que si tu prends vraiment froidement ton truc, tu te dis, tu vois, enfin nous, une partie de notre outil intègre de la signature électronique. Tu te dis, t'imagines aujourd'hui, tu veux vendre quelque chose sans signature électronique et que le type en face, il doit aller l'imprimer à l'imprimante que plus personne n'utilise et qu'il n'y a plus d'encre de toute façon. Tu vois, et c'est vraiment pénible, quoi. Il se dit, merde, du coup, je dois aller dans 3 bureaux, demander à machin de me l'imprimer, il la sort, tu vois, il perd un quart d'heure dans sa journée, quoi. Alors que, tu vois, sur des choses aussi bêtes, quoi. C'est vrai qu'on travaille beaucoup les techniques de prospection, mais beaucoup moins l'expérience de vente une fois que tu as fait le devis et qu'est-ce qui se passe après. Et je rajoute que quand tu prends, tu vois, le B2C a toujours un temps d'avance sur le B2B. Quand tu prends le B2C, tu vois, tu vas sur les sites internet, déjà tu es retargeté, tu vois.
Ouais, Tu c'est vas sur un nickel. site internet, la pub te suit, etc. Tu vois, tu vas acheter un canapé à 300 balles, il y a une pub qui te suit. Tu vas acheter un moteur d'Airbus, il n'y a jamais de pub qui te suit, tu vois. Donc tu te dis, il y a quand même c'est bizarre la manière tu vois, dont on redistribue la valeur. Tu te dis, tiens, tu peux l'ajouter au panier, tu peux le supprimer, tu fais ce que tu veux, tu peux payer en 3 fois. Il y a 5 systèmes de paiement qui te sont proposés. Tu reçois la facture instantanément. On te demande si l'adresse de livraison est différente de l'adresse de facturation, machin. Tu vois, c'est hyper bien fait, quoi, en B2C. Et tous ces A/B tests qu'on fait en e-commerce depuis 15 ans, tu vois, nous en B2B, on envoie un PDF au client, vas-y, démerde-toi, signe en bas, c'est 150 000 balles. C'est quand même un fou, quoi, quand tu y penses. Donc, nous, on essaye avec Anne-Charlotte, tu vois, pour remettre un peu une expérience correcte en B2B. Ouais, complètement. Des A/B testing du B2C. Anne-Charlotte, tu voulais ajouter quelque chose et après on va. Non, mais c'est un peu dans la même veine que Benjamin. C'était vraiment enfin, je voulais appuyer encore plus sur l'expérience qui est proposée entre un acheteur et un vendeur. Moi, typiquement, je sais que je suis beaucoup plus à l'aise lorsque c'est mon côté un peu Hermione Granger qui ressort, mais lorsque j'ai bien cadré et lorsque c'est clair dans la tête, lorsque je que c'est clair dans la tête de mon client, qu'on sait que j'ai bien posé toutes les questions qui vont bien, que je lui diffuse tout le contenu dont il a besoin pour prendre sa décision, que ce soit du contenu sur la sécurité, sur un customer case, une vidéo qu'il aurait envie de consulter, ou alors de lui faire une intro avec un client qui bosse chez nous dans le même pour qu'il puisse se renseigner, passer pour lui. Enfin, voilà, c'est vraiment autant d'éléments comme ça que tu ajoutes qui peut-être peuvent un peu sortir aussi, tu vois, du cadre. C'est d'aller peut-être même parfois un petit peu plus loin et d'anticiper un petit peu les questions que lui il va se poser parce que tu as un peu compris comment il fonctionnait. C'est aussi l'anticipation qui va créer une bonne expérience de vente et peut-être une prise de conscience du client, du prospect en disant ah ouais, c'est cool, franchement, Guillaume, on sent qu'il est vraiment impliqué, on sent que si je signe avec lui, j'ai l'impression qu'au niveau de l'onboarding, ça va être la même chose, donc je me sens en sécurité. Voilà, c'est vraiment tout ça qui, en tout cas, nous, on essaye de faire, de créer cette confiance, cette expérience au maximum, accompagné par tous les outils digitaux qu'on utilise, et notamment GetAccept, mais les CRM enfin le CRM qu'on utilise et notre créativité et l'humain qu'on essaye évidemment de ne pas oublier. Voilà, c'est tout. Enfin, c'est ce que pour moi le mot expérience veut dire dans l'avance. Ok, écoute, c'était une belle conclusion pour le sujet d'innovation dans le closing. Je vous propose de passer aux questions de la fin. Il nous reste une dizaine de minutes. Ça va être des questions un peu ping-pong. Donc, dedans, il y a des questions classiques, d'autres un peu moins. Vous avez parlé d'outils, de quelques outils. Est-ce qu'il y a des outils, vous, qui vous aident au quotidien et dont vous êtes très fan? Un outil que je viens de découvrir qui s'appelle GetAccept, qui est super cool. En fait, c'est terrible, c'est terrible. Mais en même temps, à part, aujourd'hui, les outils que j'utilise toute la journée, où je suis dessus toute la journée, c'est HubSpot et GetAccept. Il n'y a pas d'autres outils vraiment que j'utilise, et mon téléphone. Donc merci Orange. Mais voilà, en tant que commercial, après, toi, Benjamin, t'as peut-être, je sais pas, Les outils que j'aime bien en ce moment, moi, globalement, je suis assez impressionné par Zoom, moi. C'est bizarre, hein, mais oui, l'autre jour, j'ai entendu qu'ils faisaient une feature où quand t'as un bébé qui pleure à côté, ça atténue Ok. tu sais, le son. Ouais, enfin, je trouve qu'ils font des trucs comme ça qui sont vraiment sympas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme outil que j'aime bien? Enfin, j'aime bien en fait le côté très innovant. Voilà, ils mettent en permanence des nouvelles choses dans leur outil, je trouve ça cool. J'aime de plus en plus aussi, on l'utilise évidemment depuis très longtemps, mais Slack, j'aime beaucoup, moi. Je trouve qu'on peut faire plein de choses intelligentes avec, au-delà de la simple messagerie, quand on commence à poncer l'outil. Moi, il y a tu sais, sur Slack, tu peux connecter la messagerie d'une entreprise avec un de tes clients, par exemple. J'ai envie d'explorer ce genre de choses pour que la communication soit plus fluide, en fait, entre une société qui fournit un service à une autre sur le long terme. Je trouve ça intéressant qu'ils puissent échanger plus directement que par email, en mettant l'inter en copie et en disant, tu vois.
donc voilà, moi, c'est un peu le tour Ouais. que j'avais envie de dire. C'est vrai que c'est pas mal ça. Je l'ai utilisé avec. On était clients avec du coup la boîte avec qui on bossait et c'est très très pratique. Ok. Au-delà des outils, avez-vous des contenus à conseiller aux auditeurs, que ce soit sur la vente ou sur d'autres sujets? Moi, j'ai envie de dire Alors, de ne pas vas-y. regarder. Je commence, ok. Vas-y. Non, moi, j'ai envie de dire de ne pas regarder. Voilà, bien sûr, voilà, je sais pas, je dirais 5%, 10% du contenu qu'on consomme. C'est pas mal qu'il soit relié à notre activité, mais moi je dirais justement d'aller chercher, d'aller vraiment essayer d'aller chercher d'autres choses, et surtout en ce moment. Enfin, on vit dans une période où voilà, il y a une crise géopolitique majeure à l'heure où on enregistre, on est le 8 novembre. Il y a une crise du financement qui est sans précédent. Il y a toute ce stress, cette contrainte écologique qui nous arrive. C'est un moment où le commercial va devoir se réinventer et innover. Et je pense pas que les solutions voilà, d'hier seront adaptées aux problèmes de demain. Et donc, à mon avis, il faut un peu ouvrir ses chakras, quoi, et aller explorer d'autres trucs. Enfin, moi, je dirais, si vous voulez prendre du contenu intéressant, lire des biographies de trucs je sais pas, du XVIIe siècle, regarder un podcast sur un grand champion de boxe, regarder, voilà. Je dirais, il faut vraiment diversifier son contenu pour essayer de trouver des pépites sous-jacentes. Il y a toujours des comportements dans lesquels on peut vraiment s'inspirer, quoi, quel que soit le sport pratiqué ou ouais, comme je disais, la biographie, c'est bien. Les biographies de personnages historiques, il y a toujours des choses à prendre. Ok, top. Bah écoute, c'est rigolo parce que j'ai loué à la médiathèque une biographie de Napoléon que je connais pas très bien. Et je suis sûr que si tu le lis avec un prisme de commercial comme nous, on est drogué, tu vas forcément trouver tu vois, ah tiens, Napoléon, il a closé comme ça avec son général, tu vois, ça c'est intéressant comme truc. Ouais, et tu vois, clair. Je peux se servir de ça, je pense. Ça va faire des posts LinkedIn. En veux-tu, en Putain, voilà. t'imagines? Bah regarde, essaye, tu fais un post en disant tiens, j'ai trouvé une nouvelle technique pour truc, et tu cites un bouquin de Napoléon, tu verras que les gens vont trouver ça plus intéressant que de dire j'ai connecté tel outil de téléphonie à tel outil de machin. Et toi, Anne-Charlotte, tu as aussi moi, des choses? je suis pas non plus un bon exemple de lecture commerciale parce que pour tout vous dire, j'ai jamais vraiment lu de livre sur la vente, quoi. Mais je suis plus scroll LinkedIn, j'avoue. Donc je suis des gens sur LinkedIn qui sont inspirants. Je regarde des vidéos et ce que je disais un petit peu, et ça rejoint ce que tu disais, Benjamin. Mais donc je suis assez curieuse de tout. Moi, franchement, si j'avais pu faire tous les métiers du monde, je pense que je les aurais faits. Parce que j'arrive à trouver de l'intérêt dans beaucoup de professions, dans beaucoup de secteurs, dans la différence aussi des gens. Et c'est vrai que ouais, se rendre curieux, c'est pas forcément quelque chose que tout le monde a. Et puis aussi, bon après ça c'est un peu un prérequis, mais je trouve que c'est quand même important. Vraiment se renseigner sur le secteur d'activité dans lequel on évolue et dans l'écosystème, dans tout pour donner beaucoup de crédibilité au discours. Ça, si c'est pour revenir un peu sur quelque chose d'un petit peu plus classique. Mais sinon, ouais, je suis assez pour Napoléon, moi. On mettra une référence dans les notes du podcast. Il me reste 2 questions pour vous. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui une compétence que vous n'avez pas, que vous rêveriez d'avoir? Benjamin, vas-y. Ouais, moi, je commence, tiens, j'ai un truc que j'ai pas, que j'aimerais bien avoir, c'est avoir un meilleur sens du contact. Ok. J'ai du mal à... Tu vois, une fois qu'une relation est, voilà, et que j'ai franchi la barrière à l'entrée, tu vois, mais moi, il y a des gens, on a fait un salon récemment, et il y a des gens dans mon équipe, tu vois, qui m'impressionnent par, t'as l'impression qu'ils connectent du regard avec quelqu'un, lui font une blague, et en 3 minutes, tu vois, 5 minutes après, ils sont derrière, il est en train de lui faire une démo, de prendre son numéro de téléphone, d'envoyer des messages LinkedIn à toute sa boîte. Mais tu vois, moi, par exemple, j'ai du mal à... c'est difficile, je trouve, de franchir la première barrière quand tu es en société ou quand il y a plein de monde. Ça, j'aimerais beaucoup avoir ça. J'y rêve dans les bars à 3h du matin. Mais... À parler de Napoléon. Okay. Exact. Ouais. Surtout. Et toi, Anne-Charlotte?
Et ben moi, c'est mieux comprendre les chiffres. J'ai toujours un peu de mal, voilà, les maths. Ouais, moi voilà, bon, des choses très basiques, ça j'y arrive. Mais lorsqu'il faut faire un calcul qui peut pour certaines personnes sembler très simple, une calcul de, je sais pas, après, c'est toujours. Ou voilà, de rentabilité, là, je suis un peu perdue. Il faut que je le fasse avant mon rendez-vous pour être sûr de ce que je vais dire. Dans notre métier, parfois, tu sais, il y a des discounts un peu compliqués sur certaines choses et tout. Et là, tu sais qu'Anne-Charlotte, c'est là où elle peut se faire avoir par le client. Ah non, mais du coup, moi, je l'ai compris. Je leur dis, écoutez, moi, je suis très venue en maths. Je sors ma calculette et au moins, bien sûr. Voilà, donc moi, si Dieu peut me donner les maths, ça serait cool. Ok, bon, bah écoutez, je vais essayer de trouver des formateurs là-dessus. Formateurs mathématiques. Dernière question pour finir le podcast. Si vous pouvez inviter quelqu'un dans le podcast, vous inviterez qui ? Moi, j'avais vu la question, donc j'avais préparé 3 noms justement pour éviter le blanc. Alors, Victor et Paul, justement, de Behind the Skills, qui serait très intéressant à voir justement un peu dans le même format que nous, en duo. Déjà parce qu'ils sont très drôles et ils se connaissent depuis qu'ils ont 3 ans. Et aussi parce qu'ils sont très pros dans leur métier. Et, dès que je peux les placer, je les place. Et dernièrement, j'ai rencontré Caroline Franza, justement, lors du webinaire qu'on a fait sur le soft selling. C'est une femme qui a vraiment beaucoup de choses à dire, ultra intéressante, et qui adore justement là-bas le sales, voilà, tous les sujets qui englobent ce thème. Donc voilà, ce serait personne que je recommanderais. Ok. Bah alors, Caroline est déjà passée dans le podcast. Ah, elle est déjà passée ? Ok, bah, j'ai pas vu. J'aurais dû regarder. Effectivement, très bon épisode sur l'internationalisation des ventes. Ok. Benjamin, toi, tu as des idées ? Pas vraiment. Mais alors ici, un projet en tout cas, plus qu'une personne, mais peut-être qu'un des leaders de ce projet, ce serait intéressant d'en entendre parler. Mais j'ai vu que Free lançait son système de paiement. Qu'ils en avaient tellement marre. J'aime bien l'histoire, enfin je sais pas si c'est vrai ou si c'est storytelling, c'est pour ça que j'aimerais bien inviter une personne de là-bas. C'est que je sais que tu vois, ils collectent des paiements, que c'est une galère, que ça coûte très cher de collecter des paiements encore aujourd'hui sur le net. Tu vois, pour tous les abonnements, etc. Et que donc ils ont décidé en interne de créer leur propre PSP, enfin leur propre système. Et aujourd'hui, ils le commercialisent avec une offre comme à la Free, tu vois, défiant toute concurrence. Je crois savoir qu'ils vont lancer un hardware pour récupérer des paiements aussi en magasin, etc. Et donc j'aimerais trop en savoir plus sur ce sujet, tu vois, parce que je trouve que voilà, Xavier Niel, c'est quelqu'un qui a fait des moves très intéressants à péter Paul et même d'autres, et j'aimerais bien voir qu'est-ce que ça fait d'avoir quelqu'un en tout cas qui mène un projet où derrière tu as Free, tu te lances sur un marché qui est concurrentiel. Avec un projet qui casse un peu les codes. Je trouve assez intéressant ça, en tout cas, de leur parler. Ok, bah, écoute, si Xavier Niel nous écoute, il peut m'envoyer un petit mail. Voilà, je te laisserai mener l'enquête. Non, mais certainement un des leaders du projet, tu vois, ou un leader commercial, ou un autre, il y en a forcément. Mais j'ai oublié le nom, pardon. Mais tu trouveras facilement, je pense. Écoute, ça marche. Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre disponibilité. On arrive à la fin du podcast. Comment on fait pour vous joindre, Benjamin et Anne-Charlotte, sur LinkedIn ? Oui, tout à fait. Voilà. Donc, n'hésitez pas à contacter Benjamin et Anne-Charlotte si vous voulez en savoir plus sur la vente et sur GetAccept. Et puis aussi, partagez le podcast si l'épisode vous a plu. Benjamin, Anne-Charlotte, merci encore. Et puis, faites de belles ventes. À très bientôt. Merci à toi, Alexandre. À bientôt. À bientôt. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site leshéros-de-la-vente.com l'ensemble des podcasts et également la newsletter Les Chroniques de la Vente. Donc 2 fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils, et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exploser ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast ça m'aide énormément. Belle vente à tous!